Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Aujourd'hui, sur ABC Talk, je vous propose un voyage dans des contrées lointaines, où la culture ancestrale et la loi permettent de consommer, lors de rituels, des plantes dites sacrées. Ces plantes permettent d'accéder au chemin le plus long du monde, le fameux chemin qui fait à peu près 40 cm de long et qui nous conduit de là à là pour faire ça. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose, en route vers la spiritualité avec Stéphane Schillinger. Stéphane, bonjour. Bonjour Catherine. Je suis enchantée de te recevoir. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de plantes sacrées, nous allons parler de substances qui modifient notre perception de la conscience. Ces substances sont toutes assimilées à des drogues et donc il est d'usage de faire une précaution que je te laisse faire du coup. Ah, eh bien tout simplement, et c'est ce que tu dis à l'instant, c'est qu'en France, il y a un mot valise, en France et les pays limitrophes principalement, qui s'appelle drogue, et dans lequel on va mettre beaucoup de choses, des choses qui vont rétrécir la conscience et qui vont rendre dépendant, voire créer des addictions, et des autres qui vont élargir la conscience. Et donc depuis les années 70, la différenciation entre ces deux manières de le voir n'est pas faite. Et donc on a une valise comme ça avec des substances interdites et dont certaines sont inscrites au patrimoine culturel de certains pays pourtant, comme des médecines ancestrales. C'est le cas au Pérou, en Colombie, au Brésil. Avec l'ayahuasca. Avec l'ayahuasca, tout à fait. Ouais, j'arrive jamais à le dire. Oui. Voilà. Et donc, oui, la précaution d'usage, c'est que, notamment en France, il est interdit d'en parler de manière positive. Dans le Code de la santé publique, c'est interdit d'en faciliter l'accès, puni des mêmes peines que la consommation, la facilitation, le prosélytisme. Et donc, on va tenter de se borner à une approche très personnelle et finalement très factuelle. Enthousiaste alors sur le sujet. Ah, c'est compliqué. Non, je fais la tête. Ouais. Bon, d'accord. Voilà. Mais le sujet commence, comme on le voit un peu dans les médias, à gagner en acceptation sociale, à gagner, puisqu'on tente finalement de sortir des réductionnismes, où on va dire que tout ce qui modifie la conscience est une drogue. Or, on est au milieu constamment de drogues légales. Oui, on a l'impression quand même qu'il y a des injustices, puisque par exemple, en parlant de substances quotidiennes comme le café, le tabac, le sucre, l'alcool. Oui, l'alcool. Qui sont des drogues. Et l'alcool fait énormément de dégâts. Oui. Et pourtant, socialement, c'est accepté. Ce n'est pas puni par la loi. Oui. Sauf quand on met évidemment les personnes en danger. Mais la consommation en elle-même, la vente et la consommation sont tout à fait autorisées, même encouragées. Et le tabac, c'est pareil. Et c'est d'ailleurs intéressant. Alors, c'est pas de moi, mais c'est de Laurent Hugli qui pose cette métaphore que dans les entreprises, on se retrouve autour de deux totems de plantes chamaniques, qui est la machine à café, lieu de socialisation, et éventuellement le fumoir où on va consommer le tabac. Et le tabac qui est chez nous dans nos cigarettes n'est pas du tout le même qu'on trouve en Amazonie, par exemple, puisqu'il s'agit de Nicotina tabacum, et en Amazonie c'est Nicotina rustica. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on se retrouve dans des endroits de socialisation et de rencontres autour de deux plantes chamaniques, mais qui sont des drogues légales. Et puis il faudrait encore rajouter évidemment le sucre et l'alcool, qui viennent rétrécir le champ de conscience, alors qu'il paraîtrait, ou on aurait l'impression que d'autres substances viennent l'élargir finalement. Ouais. Saviez-vous qu'avant toute manifestation, l'information se situe dans un champ énergétique appelé champ quantique? Eh bien, quand vous accédez à ce champ quantique,
pouvez tout changer, que ce soit vos blocages dans la vie ou atteindre vos désirs profonds. Eh bien, j'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique avec ABC Talk dans plusieurs villes de France à plusieurs dates. Alors rendez-vous sur abctalk.fr en cliquant sur le lien autour de cette vidéo pour retrouver toutes les dates, les villes et les informations autour de ce week-end de transformation exceptionnel. On arrive sur la notion quand même de nocivité dont on peut parler. Oui. De dangerosité aussi. Oui. Alors, quand on parle de dangerosité, dès lors qu'on tente d'avoir une approche scientifique, on va nommer plusieurs critères de dangerosité. Le caractère addictogène, la létalité, le mal qu'il fait à l'utilisateur, le mal qu'il fait à notre corps, le mal qu'il fait à notre esprit, le mal qu'il fait à la société, comment je me comporte. Et donc, quand on prend ces critères, alors ça va, les études de David Nutt au Royaume-Uni vont jusqu'à 16 critères, et donc on a un classement. Et qu'est-ce qui apparaît en premier? L'alcool. L'alcool, que ce soit des... Il y a eu plusieurs études, hein, mais quelles que soient les études, l'alcool vient en 1, l'héroïne en 2, et plusieurs formes de cocaïne en 3, 4, 5, le tabac même en 4, tel qu'on le consomme ici, hein, puisque en Amazonie on le consomme de manière différente. C'est une plante de purge, une plante enseignante quand elle est... Et tout en bas, on a le LSD, c'est ça? Et tout en bas, on a quelque chose... Les champignons magiques, enfin... On a des substances qui vont tomber sous la catégorie qu'on va appeler des psychédéliques, étymologiquement, qui va révéler l'âme ou le contenu de la psyché. Et les antéogènes dont on va pouvoir parler plus tard, il y a une différence et un enchevêtrement entre psychédélique et antéogène. Et curieusement, on se rend compte que ces substances-là, comparativement aux drogues dites légales, sont beaucoup moins dangereuses. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac, en fait. C'est ça qu'on peut dire, simplement, c'est de faire preuve d'un propre discernement et de ne pas tout amalgamer. Amalgamer, oui, c'est ça, c'est qu'on a une culture qui favorise les réductionnismes, et l'idée étant d'essayer de penser par soi-même plutôt que de se laisser porter par ces réductionnismes-là. Alors moi, je suis très intriguée par toi et par ton parcours, et alors on va parler évidemment de ce livre « La sagesse interdite », qui est paru aux éditions Vega, « Révélations sur les plantes psychédéliques à l'origine des traditions spirituelles ». Donc on va se focaliser un petit peu là-dessus. Mais moi, j'aimerais bien savoir, parce que comment tu as développé ton expertise, ton savoir et ta connaissance sur les sujets des plantes sacrées? Expertise, c'est un grand mot, oui. Hein, parce qu'en général, il est réservé au cadre scientifique, etc. Donc, je suis un expert mondialement reconnu sur un sujet, c'est moi-même. D'accord. Et encore, ça se discute. Mais oui, il peut y avoir des zones d'ombre encore. Il peut y avoir surtout. Et en fait, comment... Il y a une érudition vraiment incroyable, il y a des sources. En fait, c'est plus une passion qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire ces expériences-là dans des cadres légaux, une expérience qui change la vie. Et il y a eu un avant, un après. Il y a eu ma carrière d'avant et ce que je suis, entre guillemets, ce que j'ai fait et après. Et la passion qui a été de mettre le doigt dans l'engrenage, finalement, mais en fait, ces substances-là, ça fait pas 50 ans qu'on les connaît, ça fait des milliers d'années qu'on les connaît. Et donc, à force de chercher, alors il y a ce biais très connu, qui est un biais de confirmation, mais il y a eu énormément de travaux sur ce sujet-là dans les années 70 par des professeurs d'Harvard qui tentaient d'excaver finalement, de mettre à la lumière du jour le fait que ces substances pourraient éventuellement être à l'origine du sentiment spirituel, à l'origine des religions et à l'origine de la plupart des traditions spirituelles. Alors moi, je suis tombée par terre quand j'ai lu ce livre, parce qu'effectivement, de page en page, je suis allée de surprise en surprise, puisque c'est une relecture de l'évolution des hommes sur Terre, de l'humanité, de la spiritualité, des religions, à travers le prisme de ces substances qu'on peut dire antéogènes. Si tu veux bien nous expliquer ce que ça veut dire. Antéogène, on retient, donc c'est E-N-T-H-E-O, donc on retrouve théo comme dans théologie, et aussi antéo comme dans enthousiasme, qui pour les Grecs avait une toute autre dimension que notre enthousiasme à nous, gène qui génère et en soi. Donc on serait en face de substances ou d'expériences, et là la nuance est importante, qui généreraient le sentiment du divin en soi. Et là chacun va mettre derrière le mot divin ou Dieu ce qu'il a envie finalement.
la grande question que je souhaite laisser en suspens, c'est est-ce que ces substances-là sont entéogènes, c'est-à-dire qu'elles donnent une expérience de l'ordre de la sensation du divin, ou est-ce qu'au contraire, ce sont nos prédispositions qui, face à une molécule qui ouvre les perceptions, va faire que l'expérience elle-même va être entéogène. En tout cas, quand on regarde dans l'histoire, ces substances, que sont les champignons que j'aime bien appeler magiques plus qu'hallucinogènes, c'est moins faux de dire magique qu'hallucinogène, ou l'ayahuasca, ou les cactus à mescaline, il y a eu plus de 800 plantes comme ça, voire peut-être beaucoup plus, on se rend compte qu'elles ont été utilisées dans des dimensions entéogènes, c'est-à-dire pour favoriser l'accès à ce qu'on appelle, ou ce que le chamanisme appelle d'autres dimensions, ou le divin. Alors un peu d'histoire avec l'histoire de l'humanité, des peintures rupestres, où il y a justement des dessins qui représentent des voyages en fait. Oui, c'est-à-dire que... c'est des prismes de... C'est un prisme de lecture. Mais... Absolument, absolument. Quand on regarde plusieurs peintures rupestres, il y a une vraie transculturalité, c'est-à-dire qu'on les prenne dans divers endroits du monde ou à diverses époques. Il y a des grands thèmes comme l'expansion du visage, de la tête, ou par exemple, quand on voit des cervidés ou des bovins, des bisons, on ne se pose pas la question s'ils les ont peints, c'est qu'ils les ont vus. Mais alors quand on voit des monstres, ou quand on voit des figures géométriques, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'ils les ont vus aussi? Eh bien, ça paraît complètement irréel. Par contre, quand on vit l'expérience psychédélique de manière suffisamment intense, dans le bon cadre, et de manière, on va dire, encadrée, raisonnée, et c'est aussi là que les traditions spirituelles jouent leur rôle, puisqu'elles ont des milliers d'années d'expérience dans l'encadrement de ces états élargis de conscience, eh bien, on découvre que les gens rapportent des rencontres avec des entités. Et ces entités, on peut se laisser aller à l'interprétation de voir que l'humanité est en contact de manière quasiment permanente avec ces archétypes. Alors là, c'est pour les peintures rupestres. On va faire un petit saut dans le temps et dans l'espace pour aller dans le culte à mystère grec. Ah oui, les cultes à mystère. Alors, on pourrait parler de proto-religions qui sont en fait des traditions spirituelles institutionnalisées. Et le plus connu, donc on est à peu près à 20 siècles avant Jésus-Christ, et le plus connu, il y en avait dans tout le bassin méditerranéen, peut-être encore plus loin, et le plus connu, c'est les mystères d'Éleusis, à dizaines de kilomètres d'Athènes, où les spécialistes aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il y a la fourchette est large, mais entre 100 000 et 1 million de personnes qui sont passées par cette initiation le breuvage de masse. Du Kickéon, c'est ça? Et le breuvage du Kickéon, qui était quelque chose qu'on buvait, fait important. Avant d'aller à Éleusis, les gens faisaient un pèlerinage à travers l'Europe. Platon, Cicéron, Sophocle, les plus grands penseurs grecs qui sont passés. Ça, c'est trop dingue. Moi, j'étais en train de dire ça. Je me dis, ça alors. Et quand Platon parle des vies antérieures ou de la vie éternelle, mais finalement, d'où il sort tout ça? Et peut-être que ça vient justement de son expérience. Oui. Alors, c'est là où il faudrait idéalement discerner la spéculation des preuves. Les preuves, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose, ça a duré plus de 25 siècles, rendez-vous compte, une expérience spirituelle quasi religieuse, institutionnelle, d'initiation avec un breuvage qui dure 25 siècles. Ça, c'est juste déjà rien que en soi. Il était puni de mort de parler de ce qui se passait à l'intérieur, mais il y en a qui ont bravé l'interdit, principalement Platon et Cicéron. Et quand on a une approche phénoménologique de ces comptes rendus, que certains vont s'amuser à appeler des trip reports, des comptes rendus de voyage, on se rend compte qu'il y a un rapprochement sémantique et phénoménologique de la dissolution de l'ego, c'est-à-dire d'une expérience de mort imminente vécue à l'aide d'un breuvage. Donc bien sûr, dans les années 70, ça a titillé l'imagination et, on va dire, l'intérêt de gens comme Albert Hofmann, comme Gordon Wasson, comme Karl Ruck, qui étaient des universitaires. Et l'idée a été de chercher des indices de la présence de substances psychédéliques dans ce breuvage. Et on en a des indices, puisqu'à quelques kilomètres d'Éleusis, on a retrouvé, grâce à des disciplines comme l'archéochimie, l'archéobotanique, des calices dans lesquels il y avait de l'ergot de seigle, qui est en fait un champignon parasite qui pousse sur les céréales, duquel a été synthétisé le LSD en 1938. Oui, donc plus de combien de siècles plus tard? 25 siècles. Voilà. Probablement 25 siècles, sinon 20, sinon 15, mais c'est suffisant. C'est quand même assez étonnant. Voilà. Et donc ça existe depuis la nuit des temps. Oui.
Et donc, on a des faisceaux d'indices qui nous permettent, grâce à les lectures, des témoignages de gens qui sont passés par Éleusis, de présumer qu'il s'agissait d'expériences psychédéliques. Et puis après, quand, bien sûr, dans mon livre, je tire un peu le fil qui dépasse, eh ben, je trouve la présence de psychédéliques, de substances qui viennent, étymologiquement donc, élargir le champ de conscience, révéler le contenu de la psyché dans quasiment toutes les traditions spirituelles. Alors, avant ça, moi, je voudrais parler de Platon et de la grotte. Mais oui. La caverne, je veux dire. La caverne de Platon, est-ce que tu peux nous raconter Bon, c'est assez connu, mais l'idée de la caverne de Platon, c'est qu'il prétend qu'on est dans une caverne et que ce que nous vivons n'est en fait que la projection de certaines ombres depuis une lumière à laquelle nous n'avons pas accès. Et nous regardons l'intérieur de cette caverne comme si c'était la réalité. Comme si c'était la réalité. Et c'est ce que les bouddhistes appellent Maya. Hein, les hindouistes aussi, c'est aussi ce qui se passe dans Matrix, qui est une magnifique allégorie de la caverne, où en fait on prend ce que nous sommes ici en train de vivre comme la réalité, ce qui est en fait une illusion qui pourrait par exemple être déformée par les plages de perception de nos 5 sens, ou tout simplement librement interprétée par nos besoins survivalistes. Alors dans Platon, il y en a un qui sort, c'est ça? Et donc l'idée, c'est de se retourner, de dire « Ah mais la lumière, la réalité, c'est pas ça, il y a quelque chose qui est en train de la projeter », de sortir de la caverne et de voir, entre guillemets, la réalité telle qu'elle est. Ce qu'on va découvrir dans des traditions bouddhistes et hindouistes et d'autres, en tout cas extrême orientales, comme la notion d'éveil, qui prend plusieurs noms, samadhi, satori, etc. Et la fin de cette histoire, c'est qu'en fait, celui qui re-rentre dans la caverne va expliquer aux autres, en fait, c'est moi qui ai compris, vous n'avez rien compris. Sortez de la caverne. Sortez de la caverne, mais en fait, les gens sont aussi enchaînés métaphoriquement dans la caverne, parce qu'on pourrait appeler la culture. Et Platon, je ne sais plus si c'est Platon qui le dit, ou certains exégètes, qui disent, en fait, les gens qui sont dans la caverne vont tuer celui qui va leur dire que c'est pas ça. Qui va leur dire que c'est pas ça et qui passera peut-être pour un fou. Voilà. Donc c'est super intéressant d'avoir ce regard-là. Et puis la Bible. Oui, un best-seller. Un best-seller total. Et surtout un best-of. Oui. Parce que la Bible, en fait, pour nous, c'est un bouquin, mais en fait, il est composé de plusieurs bouquins et sont exclus de sa constitution au IVe siècle tous les bouquins qui n'arrangeaient pas l'Empire romain qui a constitué la Bible, notamment Concile de Nicée, si je ne me trompe pas, en 321. Et dans ces évangiles apocryphes, c'est-à-dire notamment celui de Philippe, de Thomas, etc., il y a plein de mentions assez intéressantes, mais dans la Bible aussi. Dans la Bible, on a 206 plantes. Voilà, c'est ça. C'est génial quand même de se dire que dans un bouquin comme ça, il y a 206 plantes. Qu'est-ce qu'était la médecine de l'époque, si ce n'était pas l'application de plantes? En plus, dans le bouquin, on a un gars qui fait des trucs sympas. Son nom en grec, puisqu'il n'apparaît que dans le Nouveau Testament, Iessos, aucun locuteur grec de l'époque ne pouvait entendre Iessos sans penser à Iatros, médecin, sans penser à Ios, poison. Et le gars en question, Jésus, se décrit à 4 reprises dans le bouquin comme « je suis un homme médecin ». Et surtout, dans ce nombre de plantes qui est cité, il y en a 80 sur les 200 qui sont des plantes qui sont réputées pour justement... Alors, plus exactement, on en a à peu près identifié la moitié. Puisqu'il y a beaucoup de plantes qui sont nommées, mais comme il n'y a pas de dessin, on n'arrive pas à en retracer l'identité. Il y a à peu près, si je ne me trompe pas, entre 90 et 95 qui font consensus, dont le cannabis notamment, mais plein d'autres qui sont, on va dire, au moins psychotropes, sinon psychédéliques. Et donc là-dedans, on retrouve le datura, la mandragore, la belladone, qui pour le coup sont extrêmement dangereuses. C'est peut-être un réductionnisme que de dire ça, mais en tout cas, ce sont des plantes qui, depuis toujours, on dit qu'il faut les approcher avec grande précaution, parce que la dose létale est très proche de la dose effective. Et donc, on retrouve au moins une trentaine de plantes qui ont un effet sur la perception. Et on arrive à Moïse. Moïse, oui. Moïse qui va dicter les tables de la loi. Mais Moïse, et perché sur le mont Sinaï, c'est-à-dire quand il va discuter avec le patron, il ne faut pas oublier qu'il y a un buisson ardent à côté et qu'il est dans les vapeurs. En tout cas, ça, c'est des travaux qui ont été développés par des universitaires de Tel Aviv, notamment Benny Shannon. Pour les gens que ça intéresse, il faut lire Benny Shannon, qui rapproche la phénoménologie des expériences psychédéliques et des états prophétiques, et notamment des états prophétiques de Moïse. Ouais, c'est vraiment pour ça qu'en lisant ce livre, je suis là, oh, bah ça alors, oh. Oui. Toute cette relecture, en fait. Alors, sans passer par
un excès de spéculation, on peut s'étonner sur le fait que, alors ça c'est les travaux de Rick Strassman, qui va rapprocher la phénoménologie des états dits psychédéliques et des états dits prophétiques, puisque n'est pas prophète qui veut, il y a tout un cahier des charges pour être élu, et donc une quarantaine d'items, et il y a une vraie superposition des états psychédéliques, donc de gens qui consomment ces plantes-là, ou ces substances-là, et des états prophétiques. Et donc, il y a donc cette spéculation qui dirait que, c'est l'hypothèse de la Bible antéogénique, qui dirait que les états prophétiques sont en fait des états élargis de conscience à l'aide de plantes, quoi de plus normal à une époque où la médecine n'était que plantes. Donc c'est vraiment très étonnant de voir ces grands penseurs qui sont la base de l'Occident, en fait, tout simplement, qui étaient initiés à ce culte. Voilà. D'Éleusis, et que ça existait pendant des siècles, et que Oui. c'était un parcours initiatique de la vie pour essayer de comprendre qu'est-ce que... Alors la nature même de la vie, en fait. On parle de mourir avant la mort, et je ne sais plus là si c'est Platon ou Cicéron qui le disait, mais il s'agit d'accéder à la vie éternelle à travers cette expérience. Et ce qu'il y a de transculturel et de transversal à travers les traditions spirituelles, c'est bien la promesse d'une immortalité, la promesse de quelque chose après le jeu que nous sommes en train de jouer ici. Quelque chose existe, c'est-à-dire que quand on meurt, quelque chose survit. Et c'est ça la notion de l'immortalité, parce que quand on entend immortalité, secret de l'immortalité, c'est un peu fumeux. On va nous expliquer comment est-ce que notre corps ne va jamais mourir. Or, dans les traditions spirituelles, et notamment à Éleusis et bien d'autres, la découverte de l'immortalité, c'est pas qu'on ne va pas mourir, c'est que quand on meurt, quelque chose continue. Il y a aussi une superposition étonnante dans la phénoménologie des expériences de mort imminente. Des EMI, Oui, NDE en anglais, je cherchais, c'est qu'en fait, il y a une je voulais dissolution t'amener de là-dessus, l'ego. justement, parce que dans ces expériences de mort imminente, qui sont étudiées depuis, je sais pas, à peine 50 ans maintenant, puisqu'on réanime beaucoup plus les gens qu'avant, on n'avait pas les moyens de réanimer. Et donc, il y a des récits de qu'est-ce qui s'est passé, la personne quitte son corps, voyage, rencontre des êtres de lumière, enfin voilà. Et ce que tu dis à un moment, c'est qu'au moment de la mort, la glande pinéale va émettre de la DMT. Alors, ça, ce sont des choses qui ont pu être mesurées, c'est-à-dire qu'il y a une décharge de DMT au moment de la mort clinique. Et donc, certains sceptiques disent « Ah, mais c'est justement la raison de cette hallucination qu'est l'expérience de mort imminente, c'est la DMT, qui est donc, puisqu'on ne l'a pas dit déjà, c'est une des substances actives qui rentre dans la composition du breuvage ayahuasca, à travers une plante qui peut être de la chacruna ou de la chaliponga, etc. Et donc, on a une décharge massive de DMT. On a découvert, alors cette substance est encore étudiée, elle reste encore pour le moment mystérieuse, mais on découvre que, en dehors des états visionnaires intenses qu'elle génère, elle a un rôle neuroprotecteur et neurogénérateur. Et donc, on suppose qu'elle a pour fonction de prolonger la survie des neurones dans un état d'hypoxie. Ce sont des suppositions. Okay. On a pu constater chez plusieurs espèces animales qu'elle était produite dans les poumons, dans la glande pinéale, etc. Et voilà, c'est encore à l'étude. Donc dans notre corps, on a une substance... Nous avons des substances psychédéliques dans notre corps. Mais à petite dose alors? Dans des doses probablement sous le seuil de perception. Moi, j'aimerais bien peut-être, un jour peut-être que ça va arriver, que on mesurera chez divers individus le taux de DMT, on parle de la NN-DMT ou de 5-MeO-DMT dans le corps, et de voir s'il y a une corrélation entre sentiment spirituel ou sentiment de reliance de ces personnes. Ça serait chimique alors? Avec, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, quand on dit c'est chimique, moi j'ai tout de suite des lumières rouges qui s'allument, et on dit oh là là, quelque chose de mécaniste, comme si la spiritualité était explicable de manière mécanique. Alors qu'en fait, on pourrait voir ces molécules comme des logiciels qui nous permettraient de faire une expérience élargie de la réalité. Il y a quand même quelque chose au niveau transformation des capacités de notre cerveau. Oui. On va parler... Il y a quelque chose de biologique qui se passe dans le corps. Oui. Parce que quand les gens prennent des substances, du coup, ça vient bien changer quelque chose dans le corps physique qui permet d'accéder. Oui, on va parler ici maintenant du réseau mode par défaut, qui est en fait... là, je l'explique de manière très réduite, mais c'est en fait comme le branchement d'une cartographie de la conscience au sein du cerveau, le réseau mode par défaut. Et donc, quand nous sommes dans un état normal,
si tant est qu'on n'est pas là dans un état de transe. Un peu, moi je suis un peu hypnotisée par tes yeux là. Et en fait, le réseau mode par défaut, c'est notre état de veille normal. Et ces substances-là ou ces plantes-là viennent perturber ce branchement normal et donc perturber notre rapport à la réalité. Mais rien ne nous dit que quand on change le branchement, on va dire le circuit neuronal que prend l'information ou la forme que la conscience prend à l'intérieur du cerveau, rien ne dit que c'est une déformation de la réalité. Peut-être tout simplement que c'est un accroissement de nos plages sensorielles, peut-être que c'est une réalité plus réelle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... C'est une question qui n'est pas tranchée encore, ça. Non, pas du tout, pas du tout. Donc on est dans le spéculatif. Hein. C'est d'ailleurs mon domaine. Hein. Je ne suis pas dans le scientifique, je suis dans le spéculatif et dans le poétique et dans l'artistique. Je trouve que ça a une valeur très forte, surtout en ce moment. Et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Mais on parlait justement de ces expériences. Est-ce que ces expériences moléculaires, finalement, l'expérience de mort imminente, ou est-ce que... Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être une intrication de diverses causes, à la fois mécaniques, à la fois spirituelles. Parce que c'est quand même le corps qui emmène la personne vers cette expansion de conscience. C'est le breuvage agit sur le corps qui vient élargir, en fait. Absolument. Le corps serait le réceptacle de cette conscience. Et il y a un grand débat dans ce qu'on appelle la science matérialiste ou post-matérialiste, où la science matérialiste va dire que c'est le cerveau qui va produire cette impression de conscience, donc le fait que nous sommes en train de vivre la réalité, et la post-matérialisme, qui est en fait probablement le futur de la science qui nous attend, qui va considérer que c'est la conscience qui produit le cerveau et que la conscience préexiste. J'aime bien ta métaphore sur la radio. Oui. C'est-à-dire que le cerveau est comme un poste de radio, oui. Et il ne faut pas croire que l'orchestre qui joue, qu'on entend, pourtant grâce à notre cerveau, est bien dans le poste de radio. Non. Voilà. En tout cas, c'est ce que la science matérialiste prétend, c'est que la musique est à l'intérieur, l'orchestre est à l'intérieur de la radio. Or, la radio, c'est-à-dire métaphoriquement notre cerveau, est en train de capter une musique qui se joue depuis toujours et de la réduire pour pouvoir la restituer. Hein, c'est ce qu'on appelle faire l'expérience de la réalité. Mais sauf que c'est une fréquence et qu'il est possible de changer de fréquence, voire de capter plusieurs fréquences à la fois. C'est une manière de voir le cerveau. Alors tu dis que c'est ma métaphore, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est Aldous Huxley qui, dans les années 50, propose cette métaphore. Le cerveau ne serait pas l'émetteur de la réalité, mais au contraire, le récepteur et le filtre qui vient filtrer la réalité pour nous permettre d'interagir et de survivre. Oui. Comme un sélecteur extrêmement réduit. C'est bien normal, parce que si on pense qu'on est à l'origine finalement des consciences et pas que notre corps, et qu'on vient s'incarner finalement dans un corps, il nous faut bien des filtres pour pouvoir survivre dans cette vie terrestre. Oui, c'est ça. Et j'aime bien d'ailleurs cette phrase de Teilhard de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains venus faire une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine. » Qu'est-ce qu'on cherche alors, franchement, dans cette vie-là? C'est ce que j'appelle l'irrépressible désir de retour à l'unité. On vient de l'unité, on vit une expérience pour beaucoup traumatisante qui est la naissance. On est éjecté de cet endroit probablement de béatitude. Alors ça dépend pour les gens. Ça dépend de tout le monde. Différentes expériences. Bien sûr. Et puis, il me semble, en tout cas à travers ma lecture très subjective, non moins légitime, de la réalité, que nous sommes tous animés d'un irrépressible désir de retour à l'unité. Exactement. À travers le couple, à travers nos passions, à travers tout ça. Nos actions, à travers notre cheminement psychologique et spirituel. Et nous sommes dans un monde terriblement divisant. Et c'est là où moi j'essaye naïvement d'essayer d'apporter de l'unité et de la rencontre et du lien, surtout du lien et de la connexion, là où tout le monde essaye de se diviser, de créer des camps. Alors on va retourner dans l'histoire qu'on était en train de dérouler pour justement parler des religions, comme tu avais commencé à en parler, puisque l'idée c'est de dire qu'à l'origine on fait des généralisations, mais enfin à l'origine de chaque religion, c'est basé sur des expériences spirituelles d'initiés, qui se sont initiés peut-être à l'aide, à l'outil, avec des outils d'un breuvage, qui lui ont permis justement d'avoir cette expansion de conscience et de connaître Dieu et de le ramener en fait pour le raconter aux autres. Bah oui, en faire des narrations pour pouvoir les partager, pour pouvoir justement créer du lien avec les gens qui ne peuvent pas vivre ou qui n'ont pas vécu cette expérience. Et donc, c'est une hypothèse tout ça, hein, mais elle gagne en popularité à la source de
tout sentiment spirituel à la source de ce qui va devenir des religions, c'est-à-dire des institutions plus ou moins dogmatiques, et avant cela des traditions spirituelles, il y a ce qu'on pourrait appeler le chamanisme, c'est-à-dire, plein de définitions là encore, mais une posture qui consiste en une tentative d'intermédiation entre divers royaumes ou règnes. Donc, si je joue au chaman, ou au contraire, si je ne joue pas au chaman et que j'incarne cette posture, je vais tenter de communiquer avec le monde des esprits ou avec le règne végétal et en ramener des informations. Il faut se resituer à une époque très très ancienne où l'homme cherchait du sens à travers les étoiles, à travers le monde végétal avec lequel il n'était pas autant dissocié qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit la nature, hein, comme une attitude quasi schizophrénique. Alors que nous faisons partie de la nature. Alors que nous sommes la nature. Beaucoup de tribus encore aujourd'hui en Amazonie ne nomment pas la nature. Il n'y a pas cette dissociation. Ils sont la nature et donc ils ne peuvent pas la nommer, un petit peu comme un poisson ne peut pas nommer l'eau avant qu'il potentiellement en sorte. Et donc, on se resitue au chamanisme où nos anciens ne partageaient pas le même mépris que nous pour les états élargis de conscience et avaient accès à des mondes, des royaumes, des expériences de conscience élargies pour en ramener des informations tout en tentant de faire sens. Et l'histoire faisant, ça donne des traditions qui donnent ensuite des religions. Et puis la fonction de la religion institutionnelle et dogmatique n'étant pas seulement d'offrir le salut, mais bien parfois de diriger les masses. Et donc l'idée était d'extraire le sacrement pour pouvoir y substituer un discours ou un bouquin dans lequel il y a toute la vérité, évidemment. Et voilà, et donc on arrive à une Eucharistie qui, à l'époque, pour plusieurs évêques et plusieurs mystiques, s'appelait le pharmacon, qui est à la fois un poison et une antidote. Et aujourd'hui, l'Eucharistie, c'est du vin de messe et une gaufrette au goût de carton. Mais à l'époque, on apprend justement que le vin, le fameux vin de l'Eucharistie, n'était pas le vin alcoolisé qu'on connaît aujourd'hui, mais oui. Une mixture de substances tout à fait étonnante. On maîtrisait la fermentation, mais la mesure du degré alcoolique, donc la maîtrise de l'éthylisation finalement est arrivée plusieurs siècles plus tard. Mais en tout cas, le vin avait une fonction très différente de ce qu'il est aujourd'hui. C'était une fonction ou gastronomique ou de lubrifiant social. Il y avait une fonction d'accès au sacré. Et on a des ouvrages comme les ouvrages de Dioscoride qui contiennent 56 recettes de vin où j'aurais très peur de les goûter parce que les plantes qui rentrent dans les compositions nous présagent des états élargis ou modifiés de conscience assez intenses. Et donc on voit, et ça c'est des disciplines comme l'archéochimie, l'archéobotanique qui nous le montrent, que le vin et les bières, pas que les vins, mais les breuvages de l'époque, étaient potentiellement psychédéliques. Et dans un cadre où ce qui préoccupait les gens, c'était la guerre et le sacré, hein, on le lit à travers les écrits, et bien quand on est dans un état élargi de conscience, influencé par cette culture de la guerre et du sacré, eh bien on vit des révélations en relation avec ça. Et donc on construit des traditions au travers de ces prismes culturels, à l'aide de breuvages qui étaient très loin finalement du jus de raisin fermenté qu'on connaît aujourd'hui. Donc ces breuvages ont aussi été interdits en fait depuis des centaines de siècles. Oui. Puisque le culte des mystères ont fermé à un moment donné. 394, destruction par Théodose, je crois, du dernier temple à Éleusis. Mais il y avait l'affaire des bacchanales aussi. Hein, oui. Dionysos. Voilà. Et puis plus tard, la répression de la sorcellerie. Oui, alors voilà, c'est ça. Donc vraiment dans ce livre, on va pas tout dire parce que franchement, il faut l'acheter, il faut le lire parce que voilà, moi j'ai mis des post-it un peu partout. C'est vraiment épatant. Voilà, les sorcières, finalement, qu'est-ce qu'on leur reprochait à ces pauvres sorcières? Mais alors déjà, avant que ça s'appelle sorcière, hein, c'est Charlemagne dans un édit, si je ne me trompe pas, au Xe ou au IXe siècle, qui parle de sorceleurs. Donc ceux qui jettent des sorts. Et qui, avec le temps, on va commencer à les confondre avec ceux qui font des filtres et ceux qui donnent des eucharisties en dehors de l'autorisation de l'Église. Mais qu'est-ce que ce sont que ces filtres, ces potions, ces eucharisties et ces sorts, si ce n'est que par l'intermédiaire de plantes? Donc avant que ce soit des sorcières, c'était avant tout des chamans et des herboristes, hein, donc de gens qui communiquaient avec le règne végétal ou peut-être fongique, avant d'être qualifiés de sorcières. Et il y a eu, alors selon les estimations, entre 40 et 80 000 meurtres, éliminations,
essentiellement des femmes. Et donc, avec finalement cette élimination, on supprime également tout un savoir botanique, tout un savoir ethnobotanique, tout un savoir potentiellement médical de l'époque. Et voilà l'histoire en très réduit. En résumé. Voilà une étonnant. manière de voir la répression de la sorcellerie. Voilà. Et pourquoi? Parce que la sorcellerie pouvait potentiellement provoquer une expérience spirituelle dans le dos de l'Église, qui n'était pas une expérience spirituelle qu'on avait face à une intermédiation cléricale, mais une expérience spirituelle ou transcendante, ou divine, ou antéogène, peu importe, ou peut-être même récréative, de manière autonome. Spontanée, naturelle. Et d'ailleurs, c'est un mouvement, tu en parles aux États-Unis, qui est en train actuellement, où il y a plus d'un tiers de la population qui se dit spirituel, mais non religieux. Oui, spiritual but not religious. Les gens aux États-Unis, c'est pas très différent de chez nous, mais on a une manière d'en parler qui est différente. Et il y a ce mouvement. Alors chez nous, on parle de New Age. Donc avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, que moi je vois comme un syncrétisme de plusieurs traditions très exagérées, mais qui est le symptôme d'un profond désir de retour à une spiritualité. Donc on tente de mettre du mental sur des expériences personnelles, on tente d'en faire des livres, etc. En plus ça marche très bien, c'est super. Donc aux États-Unis, on appelle ça spiritual, SBN, spiritual but not religious. Je crois en une transcendance, je crois en une dimension spirituelle, mais je n'adhère pas à une religion ou un dogme. Voilà. Donc ça, c'est reconnu aux États-Unis. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'expérience en elle-même, parce qu'on dit que c'est une expérience transformatrice, parfois une expérience bouleversante, une expérience mystique, une expérience extraordinaire qui vient changer les choses. Et moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, quoi. Qu'est-ce que ça vient changer? Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir transformé? Qu'est-ce qui fait qu'on va... Alors déjà, c'est pas toutes les expériences qui sont extraordinaires. Le biais médiatique dans lequel on est, c'est qu'on va entendre ce qui se situe aux polarités. Et Internet va donner, ou les récits vont donner de la visibilité à ce qui est extraordinairement positif ou extraordinairement négatif, qu'on va appeler le bad trip par exemple, ou qu'on va appeler une expérience terrible, etc. Il y a toute une gradation dans l'expérience, qu'elle soit récréative, spirituelle, thérapeutique, etc. Et donc, quand tu poses la question, mais qu'est-ce qui est transformant? Il me semble, à moi, que c'est l'accès à quelque chose de plus grand. L'élargissement des plages de perception de nos cinq sens. Ou en tout cas, ce que décrivent les gens, c'est l'accès à une forme de sentiment spirituel, pour des expériences légères, d'expériences plus fortes, dissolution des frontières du soi. Le soi, c'est la représentation, l'ego, la représentation que j'ai de moi, et ce qui me permet de dire nous sommes deux personnes différentes, et ainsi de protéger la vie qui circule à travers nous, voire même de procréer et d'en faire quelque chose de fabuleux. Et cet ego, dans l'expérience psychédélique, peut se retrouver dissous, c'est-à-dire la dissolution des sentiments du soi et d'avoir accès à quelque chose de plus grand. C'est plus ou moins la même phénoménologie qu'on retrouve dans la description des états d'éveil, où on a accès à quelque chose de plus grand, ce qu'on appelle le soi au-delà du moi, par exemple. Alors justement, ça peut être complètement déstabilisant et incroyable de perdre ses repères de d'habitude. Absolument. Puisqu'on est en contact tous avec notre ego qui vient nous protéger, qui vient nous faire plein de choses. Et tout d'un coup, on nous parle de dissolution de l'ego. Oui. Alors pour beaucoup, l'ego, il faudrait le tuer parce que c'est pas bien, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui nous permet de survivre. Oui. Que c'est une identité stable qui favorise la protection du vivant, finalement. Donc la dissolution de l'ego, c'est un peu l'expérience ultime. Oui. Ça fait partie de l'expérience ultime. Oui, alors c'est comme ça que notre culture contemporaine l'appelle, et qui est en fait la sensation que le moi disparaît et laisse place à quelque chose de plus grand. Ça se rapproche un petit peu des récits que l'on va découvrir à travers les EMI, expériences de mort imminente. Donc on est bien d'accord que ça ne donne pas du tout envie, parce que qui a envie de mourir avant l'heure? Qui a envie d'avoir son moi qui explose, ou qui se dissout, ou qui s'agrandit tellement qu'il n'y en a plus? Ça fait très peur. Ça fait très très peur, surtout quand on le vit, puisque ce n'est pas « j'ai l'impression de mourir », c'est « je sais que je suis en train de crever ». Donc l'expérience, elle est vraiment, vraiment, vraiment réelle, elle est ressentie dans le corps.
qui aurait envie de le vivre? Certaines personnes ont envie de vivre ces expériences transcendantes. Et tu posais cette question à laquelle j'ai pas finalement répondu. Qu'est-ce qui fait que c'est transformatif? Eh bien, il y a des gens comme William James. Voilà, en fait, William James, au début du XXe siècle, il dit que l'expérience mystique comporte 4 points: la passivité, l'ineffabilité, la noétique, le transitoire. Est-ce que tu peux nous commenter? Alors, pas aussi bien que ça, mais en fait, William James est un psychologue et un philosophe américain qui a suggéré en premier, je crois, une corrélation entre état mystique et... Alors, on va pouvoir parler de ce que c'est qu'un état mystique, ou tenter d'esquisser le topo, mais une corrélation entre expérience mystique et atténuation des symptômes, dépression, anxiété, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ces substances sont étudiées pour leurs effets thérapeutiques. Et donc après, ça a été repris par des gens comme Roland Griffiths, qui va établir une corrélation entre intensité de l'expérience spirituelle et atténuation des symptômes. Comme si le fait d'accéder à quelque chose de plus grand, le fait de se décentrer, le fait de prendre du recul, on pourrait nommer plein de choses, permettait finalement une forme de flexibilité cognitive qui va nous permettre de sortir de certains enquistements, de certaines narrations, de certains enfermements cognitifs, etc. Voilà, ça c'est une Alors, piste. la passivité, c'est-à-dire qu'on est passif, c'est quelque chose qui vient nous habiter. Oui. Donc, c'est pas, on n'agit pas, en fait, on est informé, en fait, c'est ça, c'est comme des informations qui nous parviennent. Oui, alors, cette tentative de définition de l'état mystique, maintenant, elle a plus de 100 ans. Hein, donc, on a un peu réactualisé, et il existe un questionnaire qu'on appelle le MEQ30. Alors, ça peut faire sourire, que la science va mesurer ce que c'est qu'un état mystique, hein, comme si on allait donner une note. Eh bien, il y a un questionnaire avec 30 questions. Il existe une version plus étendue, et chaque personne va pouvoir répondre au regard de son expérience dite mystique ou spirituelle, de 1 à 5, l'intensité de chaque question. Donc, par exemple, je ne connais pas les 30 questions par cœur, mais il y a la sensation de dissolution du soi, la sensation d'avoir accès à une intelligence autre que la nôtre. Et donc, on note de 1 à 5 et ça donne un score d'expérience mystique. Et donc, ce score est comparé finalement avec... J'imagine, et là je ne le sais pas, hein, la rémission finalement des symptômes pour lesquels l'étude a été faite, et il y a une vraie corrélation. Sauf, alors, quand j'ai dit que ça y est, mon ego, j'ai fait cette expérience, ça y est, ma dissolution de l'ego, etc., comment je fais pour réatterrir concrètement dans la vie? Alors, comment je fais pour aller prendre le métro? Comment je fais pour rentrer chez moi? Comment je fais pour revenir dans ma vie ordinaire alors que j'ai rencontré Dieu? Merci beaucoup pour cette précision-là. C'est dans l'expérience dite psychédélique, voire même l'expérience spirituelle, sans substance, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Hein. Donc, comment je fais? Je vais tenter d'intégrer quelque chose qui m'a été donné ou quelque chose que j'ai touché. Pour certaines personnes, ça arrive même sans ingestion de substances. Hein. Ça peut arriver lors d'événements traumatiques, ça peut arriver le matin en se levant. C'est ce qu'on appelle des expériences mystiques spontanées, ou comme Stanislav Grof décrivait, des émergences spirituelles, voire même des urgences spirituelles. Et puis la psychiatrie viendra pathologiser cela. Hein. Si vous parlez à Dieu, tout va bien. Si Dieu vous parle, on a un problème. Moi, j'ai le téléphone direct, mais... Voilà, tu as la ligne directe. Le téléphone rose d'ABC Talk qui permet d'appeler Dieu, en fait. Ok. Et du coup, on a une tendance à la pathologisation, à ces états élargis de conscience qui sont peut-être juste des crises spirituelles ou des états mystiques incontrôlés. Et donc l'idée après, c'est comment je fais pour continuer ma vie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va placer plusieurs décennies dans ce corps-là une fois qu'on l'a quitté pendant une nuit, par exemple. Et donc là, c'est tout le thème de l'intégration, qui va faire l'objet bientôt d'un prochain livre avec 10 experts sur le sujet. Mais comment on fait? Eh bien, il y a plusieurs moyens. On peut l'intégrer par des exercices physiques, on peut l'intégrer par une thérapie par la parole. Il y a plein de manières, si tu veux, pour se faire. Dans l'ensemble, on pourrait faire plusieurs émissions rien que sur le mot intégration. Oui. Dans l'ensemble, c'est comment est-ce que je fais sens avec ce que j'ai vécu. Moi, j'aime bien le comparer avec, pour mieux comprendre ce que c'est que l'intégration, le comparer avec un événement traumatique. Quand je vis un événement traumatique, que ce soit une agression ou un accident de voiture, je vais avoir besoin probablement d'en parler.
avec un thérapeute ou avec une personne ou avec nos proches, l'intégration d'une expérience dite transcendante, spirituelle ou transformatrice, ça prend la même forme. Je vais en parler avec toi, tu vas me recevoir, tu vas me dire peut-être que je suis pas fou, que peut-être que tu as vécu aussi la même chose. Et là, il y a une corrélation qui se fait, on rentre en contact, il y a du lien qui se fait et je commence à me sentir en sécurité. Ça fait partie de l'intégration. Voilà. Et c'est quelque chose d'absolument nécessaire, d'utilité publique, que de sensibiliser les gens qui sont intéressés par ces expériences-là à la dimension d'intégration, mais il y a aussi la réduction des risques et plein de choses, notamment le set and setting, etc., dont il faut parler. On peut un petit peu parler du coup, puisque tu le mets sur le sujet. Le set and setting, c'est vraiment le cadre dans lequel une expérience spirituelle, enfin une expérience plutôt... psychédélique qui n'est pas forcément spirituelle, qui peut être tout à fait récréative. C'est le set, c'est-à-dire l'état dans lequel je rentre dans l'expérience. Est-ce que je suis déprimé? Est-ce que je suis agité? Est-ce que je suis dans une très belle période de ma vie? Est-ce que je m'attends à vivre une expérience transcendante et spirituelle? Dans le set, il y a aussi l'intention. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette expérience qui va un peu, voire beaucoup, influencer la direction qu'a cette expérience? Et puis le setting qui va être le cadre. Avec qui je le fais? Comment je me sens avec les personnes qui me guident ou qui m'accompagnent dans cette expérience? On s'imagine bien que prendre... un champignon ou un buvard de LSD dans un concert de métal, c'est pas du tout la même chose que de le prendre avec sa bien-aimée sur un canapé ou avec des amis dans un cadre cérémoniel ou avec un psychothérapeute dans un cadre thérapeutique. Et donc, le setting, c'est ça. Ça va être tout l'environnement et on va mettre aussi dans le setting la qualité de la substance et éventuellement la dose, parce que ce qu'on oublie beaucoup de dire, puisqu'on est dans un univers un peu réductionniste, c'est que il y a une immense nuance et une immense gradation dans l'intensité de l'expérience. Si on devait comparer avec quelque chose qu'on connaît un peu trop bien, comme l'alcool, on se rend compte que boire un verre de vin n'a pas le même effet que 2, que 3, que 4, que 5, que 6 ou que 7 verres de vin. On a déjà une gradation en 7 points. Et on a 7 expériences différentes, finalement. Là, on pourrait dire qu'il y a plusieurs milliers d'expériences différentes en fonction du setting, de l'intention, de la dose, etc. Alors, il y a des milliards de questions qui viennent en tête. J'aimerais qu'on parle de l'intention. Parce que tu dis que c'est un des points très importants, donc l'état évidemment dans lequel on arrive, mais surtout ce qu'on aspire à vivre en fait, ce qu'on aspire à rencontrer. Comment t'expliques que notre désir finalement va colorer le voyage? J'ai la sensation que c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je vis avec la croyance que la réalité, la nature de la réalité est fondamentalement subjective. C'est-à-dire que la réalité est une surface projective. Si je pense que les autres sont dangereux, eh bien je vais te voir naturellement avec ce filtre et penser ça. C'est vrai, mais dans l'intention, on a l'impression qu'on pose une intention et qu'il y a une réponse qui vient émerger, comme s'il y avait une intelligence supérieure qui recevait cette interrogation, ce désir, cette intention, et qui allait répondre à cette intention. Oui, là je pense que c'est un sujet différent, mais on peut traiter de ces deux sujets. L'intention, en fait, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma conscience pendant cette expérience? Est-ce que je vais focaliser sur mes blessures d'enfance? Est-ce que je vais focaliser sur le caractère social de cette expérience et me relier avec les gens qui font la même expérience? C'est plutôt le comment, mais l'intention, ça serait qu'est-ce que je veux véritablement pour moi? Oui, bien sûr. En fait. Est-ce que je veux me relier aux autres? Est-ce que je veux connecter avec le transcendant? Est-ce que je veux guérir mes blessures d'enfance? Et donc je vais pouvoir focaliser dans cette expérience qui, rappelons-le, psychédélique, c'est-à-dire qui va finalement, je ne sais pas les bons mots, mais élargir ce qui est là, mettre l'accent sur ce qui est déjà là en moi. Donc l'intention aurait ce rôle-là, c'est-à-dire permettre à la conscience, au cours de l'expérience, d'aller se focaliser sur certains points et d'aller les délier, d'aller les révéler, d'aller les magnifier. C'est, je suis pas sûr, c'est Stanislav Grof ou Timothy Leary qui disait l'expérience psychédélique, ou le psychédélique est comme un télescope ou un microscope. C'est-à-dire il n'invente rien, il vient magnifier l'immensément grand ou l'immensément petit à l'intérieur de nous et révéler ce qui n'était pas visible avant. D'accord, donc en fait c'est avaler un télescope en fonction de là où on veut regarder en fait en quelque sorte. Certaines personnes disent avaler un thérapeute. D'accord. Certaines personnes disent aussi que le champignon, c'est 50 thérapies en une nuit. On entend un petit peu ça dans la culture, dans la culture populaire, de comment est-ce que les gens qui manquent de mots, notre culture manque de mots face à ces expériences transcendantes, dont on a perdu finalement
les bonnes pratiques, et donc qu'on tente de recréer, on tente d'inventer finalement un nouveau langage. Donc il va se passer quelque chose par rapport à une problématique, donc c'est pas forcément une expérience spirituelle comme on a dit tout à l'heure de dissolution de l'ego, ça peut être aussi revivre des moments de notre propre biographie qui ont été douloureux. Des choses qui sont refoulées peuvent revenir à la surface dans des expériences très intenses qui peuvent être où on a le sentiment qu'on n'a pas le contrôle. Il peut y avoir des levées d'amnésie traumatique, il peut y avoir plein de choses. Donc il faut être prêt à tout quand même, il faut être prêt à affronter ses parts d'ombre, il faut être prêt... il faut avoir du courage en fait, c'est ça que je veux dire, aller au Pérou comme tu l'as fait pour... aller boire donc ce fameux breuvage qui s'appelle Aya, c'est ça, Ayahuasca. Et du coup, il faut un certain courage de dire je suis prêt à affronter, ou alors aller tellement mal de dire de toute façon j'ai plus rien à perdre. Oui. Pour certaines personnes, ça se passe comme ça, j'ai plus rien à perdre. Moi, je l'ai fait dans une période de burn-out où j'avais l'impression que tu n'avais plus rien à perdre. Effectivement, il faut rappeler que ce sont des expériences qui ne sont pas pour tout le monde. Hein. La psychiatrie aujourd'hui déconseille très fortement ces expériences pour des gens qui ont des antécédents de psychose, de schizophrénie, ou voire même des antécédents dans la famille. Hein. Donc, je ne recommande absolument pas cette expérience, mais voilà, pour les gens qui voudraient le faire, effectivement, ça demande un certain courage, pour certains peut-être une forme d'inconscience. Parce qu'il faut être prêt, justement, peut-être à affronter des choses extrêmement difficiles, oui. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression, en lisant des témoignages, qu'on peut être plongé dans des événements extrêmement douloureux de sa biographie, mais les vivre d'une certaine façon, avec une certaine distance. Et c'est comme ça qu'on guérit des traumas en hypnose. C'est-à-dire qu'effectivement, on va recontacter des choses douloureuses, mais depuis un endroit de sécurité. Depuis un endroit de sécurité. Et donc, c'est ça qui va guérir le traumatisme. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai compris qui se produisait. C'est-à-dire qu'on va... On pourrait le voir comme ça, oui. On pourrait le voir comme ça, c'est-à-dire qu'on va vivre on va revivre des moments douloureux qu'on ne savait pas, peut-être, si c'était vraiment refoulé, ou qu'on savait, et dans une distance ou dans une sorte de guérison, je ne sais pas comment expliquer, dans un état d'être qui fait qu'il y a une acceptation des choses et qui permet de les transcender ou de les sublimer. Je ne pourrais pas mieux le dire que toi. Ouais. À un moment, tu parles aussi d'intelligence exogène, c'est-à-dire que là, il y a une différenciation à faire qui peut être contestable pour certains entre psychédéliques et antéogènes. En fait, le gouvernement américain qui a procédé à une vague de légalisation sur les 20 dernières années, on a plusieurs États, plusieurs villes où les antéogènes sont légaux, mais pas les psychédéliques. Alors, c'est quoi la différence entre antéogènes et psychédéliques ? Eh bien, dans le texte de loi, un antéogène est une substance qui a eu une utilisation traditionnelle à des fins spirituelles. Donc va tomber sous la catégorie antéogène, peut-être à tort, des substances comme l'ayahuasca, les cactus à mescaline, etc., puisqu'ils ont une utilisation, un historique sacré à des fins spirituelles. Et psychédélique, ça va être plutôt ces nouvelles substances ou ces molécules extraites qu'on va étudier à des fins médicales ou thérapeutiques. Ce qu'on commence à entrevoir, en tout cas ce que moi j'entrevois, c'est que les gens qui rapportent des expériences avec les antéogènes rapportent plus souvent la sensation d'être en contact avec une intelligence hors d'eux, ou plus haute qu'eux, ou plus grande qu'eux, ce qui est moins fréquent pour les substances seules. C'est-à-dire les molécules qu'on va appeler psychédéliques comme le LSD, la MDMA, etc. Il y a tout un débat sur le fait est-ce que prendre de la psilocybine pure va donner une expérience plus ou moins spirituelle que de prendre le champignon qui contient de la psilocybine, mais aussi beaucoup d'autres choses. Hein? On ne connaît pas encore toutes ces interactions. On n'a pas tout ça, on est dans le spéculatif. On est au début d'une nouvelle ère d'études scientifiques en fait sur le sujet. C'est ça, et espérons-le, scientifique et non scientiste. Hein, le grand travers dans tout ça, le grand risque de la médicalisation, alors on ne va pas le contester, c'est une très bonne chose, hein, puisqu'on découvre les effets thérapeutiques de plus en plus, c'est de faire du tout médical ou du que médical avec notre conception de la médecine qui est donc, et de la science qui est extrêmement réductionniste à l'écart des traditions spirituelles. Oui, c'est-à-dire qu'on a un problème et on veut la solution dans une pilule en fait, c'est ça. Par exemple. Par exemple. Alors qu'on voit que quand c'est basé comme ça sur des expériences, il y a
comme dans la vie, on vit des expériences et on en tire des choses. Oui. C'est la façon de prendre les choses qui va nous construire, en fait. C'est un peu ce que soulève le sujet de l'anthropologie médicale, c'est-à-dire que ce qui soigne n'est pas tant une approche mécaniste, neurochimique et pharmacocentrée, comme on réparerait le cerveau, comme on répare finalement un moteur de voiture, mais plus un contexte. C'est-à-dire dans quel contexte est survenu, ce qui me gêne, ce qui me dérange, quel est le contexte qui favorise une mauvaise santé, et quel est le contexte, mes interactions ou mes habitudes de tous les jours, qui va favoriser une éventuelle rémission ou guérison. Ça me fait penser un peu à un petit peu ce qui se passe en hypnose, enfin avec des protocoles d'hypnose, qui fait qu'il y a un changement qui va être fait et qui va avoir un impact dans plein de niveaux de la vie que ne fait pas forcément quand on prend un médicament qui va venir soigner telle ou telle chose. Il peut y avoir des effets secondaires, bien sûr, mais ça ne va pas faire des ondulations sur d'autres domaines. Et là, effectivement, dès qu'on touche à l'humain, la conscience, etc., forcément, il y a cette dilatation, enfin cet effet qui peut se propager dans d'autres sphères de notre conscience, on va dire, de notre vie, et avoir des effets plus profonds et plus transformateurs que juste... Absolument. C'est chouette de faire ce parallèle parce que tu l'exprimes finalement mieux que moi. Et l'idée étant de sortir de cette approche pharmacocentrée qui nous considère finalement, si on exagère un peu la chose, comme des machines qu'il faudrait réparer, alors qu'en fait il s'agit de contexte et surtout de liens. Donc on a parlé un petit peu d'histoire, enfin en tout cas de cette histoire revue avec ce prisme. On a parlé un peu de cet accès à la spiritualité avec la dissolution de l'ego, l'aspect thérapeutique aussi. Et il y a d'autres aspects encore qui te tiennent à cœur. À quoi penses-tu? Eh ben, je ne sais pas. Alors, par rapport à la dimension artistique dans tout ça, puisque dans les années 60-70, il y a quand même un rapprochement entre le milieu psychédélique et le milieu artistique. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont voulu représenter les formes ou les hallucinations qu'ils ont pu voir pendant leur voyage, les formes géométriques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'art visionnaire. Que Pablo Amaringo, Louis Tamani, Alex Gray, Martina Hoffman, Yann Kounen aussi en fait, le réalisateur, que je salue. Oui, c'est l'art visionnaire, mais... je pense que c'est un non-sens d'aborder, mais vraiment un non-sens d'aborder les psychédéliques sous le seul angle médical. C'est quelque chose qui n'appartient pas à la santé, à la médecine, mais comme certaines personnes le disent, c'est un droit inaliénable d'être en contact avec le vivant, avec la nature, avec le transcendant, et qui ne peut pas être enfermé à travers un seul prisme ou un seul champ. Oui, donc en fait, c'est un peu l'idée d'une expérience directe plutôt que de lire des narrations. Je parle beaucoup d'expérience directe, effectivement. Quand on parle de Bouddha qui dit « Soyez votre propre lumière ». Oui. Il dit aussi « Si tu vois le Bouddha, tue-le ». On dit des choses. Dès lors qu'on entend le mot spiritualité, chacun va le percevoir à travers sa propre narration finalement. Mais il semblerait que ce soit davantage une expérience directe plutôt de ce sentiment qu'on a à travers les livres. Et l'expérience directe, et on pourrait tenter tous les deux de définir c'est quoi la spiritualité. Et ben pour moi, c'est l'accès à quelque chose de plus grand. Et c'est tout ce qui va finalement entourer la relation au sacré. Le sacré, c'est quoi? C'est un sentiment étrange que j'éprouve face au mystère, face à l'immensité, face au cosmos, face à quelque chose que je n'explique pas. Et tout ça, ça pourrait être englobé sous le terme spiritualité. Et donc, il me semble à moi que la spiritualité est davantage une expérience directe, corporelle, qui peut se faire de plein de manières et pas seulement avec les antéogènes ou les psychédéliques. Et voilà ce dont on parle finalement. Alors, mais en fait, la spiritualité, j'allais dire le but, enfin, je ne sais pas si c'est un but, mais en fait, c'est l'idée, c'est comment vivre notre vie d'aujourd'hui. C'est un peu c'est un art de vivre, en fait. Comment vivre notre vie d'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une perte de sens. Et que c'est là que réside finalement la clé. Alors, on va parler plus de ton expérience peut-être directe, simplement. Oui. Donc, du coup, toi, ce que ça t'a apporté, en fait, c'est quoi l'effet sur ta vie quotidienne, sur ta vie personnelle, Je pense que
Quand j'ai découvert ces expériences il y a une quinzaine d'années, et plus intensément il y a une dizaine d'années avec l'ayahuasca, j'étais pétri, rempli, boursouflé de questions métaphysiques que je tentais de répondre par beaucoup de livres, beaucoup d'érudition, beaucoup de blabla finalement. Et vivre ces expériences directes ne m'a apporté aucune réponse, mais a supprimé toutes les questions. D'accord. C'est-à-dire que j'étais en recherche de quelque chose qu'on pourrait appeler le transcendant, ou me poser des questions sur, je sais pas moi, est-ce que Dieu existe, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Par exemple. Ouais. Les expériences que j'ai vécues ont été tellement intenses qu'il n'y a plus ce questionnement. Il y a le vécu de quelque chose qui est permanent. Alors, à la fin du livre, justement, il y a une expérience. Enfin, oui, je décris une expérience. Oui. Ouais, tu décris une expérience qui est extrêmement intense. Ça fait peur, hein, d'ailleurs. On se dit, jamais un truc pareil. et donc, quand tu vis ce genre tu crois que, d'ailleurs, dans cette expérience, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as cru que tu allais mourir, ou que tu étais en train de mourir, etc. Ah, mais j'ai la sensation, j'ai la conviction très personnelle que je suis mort et je suis revenu, bien sûr. Et donc, du coup, ça fait changer quoi, alors, ça? Il y a toute une perspective qui est changée. C'est un renversement intérieur, c'est un retournement total, où il n'y a plus de doute sur ce qui se situe après, et dont je manque de mots finalement pour le déduire, pour le décrire. L'ineffable. L'ineffable, exactement, l'ineffable. On manque de mots, c'est plus quelque chose qu'on incarne, qu'on pourrait appeler une paix, une conscience, une confiance, un lien, peut-être un lien avec quelque chose qui ne nous quitte plus. Et finalement, j'ai rien vécu de plus extraordinaire que quelqu'un qui aurait vécu une expérience de mort imminente ou une expérience mystique spontanée, ou quelqu'un qui a fait un séjour de vipassana où il a médité 10 jours de suite pour accéder à une autre dimension du soi. Alors ça paraît peut-être extraordinaire parce qu'on est dans une société qui va nous dissocier de ce genre de choses, puisqu'il faut bien sûr qu'on consomme et qu'on soit productif, mais il fut un temps, c'est quelque chose dont on était beaucoup moins distancié qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est cette distanciation qui est fondamentalement pathologique. Et que de renouer avec ces expériences, qu'elles soient avec les psychédéliques ou autres, effectivement peut avoir une dimension thérapeutique, peut-être. Et changer le monde. Peut-être, une personne à la fois. Une personne à la fois. Ça fait beaucoup de boulot. Alors moi, j'aimerais bien venir sur tes livres, sur d'autres livres qui s'appellent Par un curieux hasard, qui a commencé il y a quelques années par une page Facebook qui a rencontré un grand succès. Et donc, il y a plusieurs tomes de ces livres. Tu dis que c'est un par an. Oui, à peu près. C'est un peu comme un journal intime de tes réflexions, de tes pensées. Et on n'avait pas mis un marque-page sur quelque chose? Si, on avait mis un marque-page juste avant. Il est là. Voilà, d'accord. Voilà. Tu veux que je lise un extrait? C'est ça, je réutilise un extrait. C'est celui qui t'avait plu? Oui, absolument. Alors, c'est un extrait où je parle de la colère. D'ailleurs, dans ce livre, voilà, il y a un petit peu de colère à certains moments sur la société. Elle s'est calmée. Voilà. Elle s'est calmée, très bien. Donc, il y a une nouvelle édition. Tu vois, c'est une énergie fantastique, la colère. C'est justement, tu en parles. Mais oui, mais quand on entend la colère, on s'imagine que c'est des cris, des coups, de la violence. Mais la colère, avant qu'elle soit cri, coup et violence, c'est l'affirmation d'un « je suis » qui a été réprimé. Et donc, il existe des colères saines qui ne s'expriment pas violemment, mais qui sont des moteurs extraordinaires. Et la colère dans le couple, donc j'avais écrit un jour ça. Alors, peut-être faudrait-il avoir visité sa colère la plus noire et s'être observé dans la furie la plus destructrice. Et à ce moment précis, oser se rencontrer vraiment soi-même, à cet endroit hors des limites de l'acceptable. Se recevoir soi-même à l'endroit exact d'une insupportable douleur, lieu de blessure mortelle que cette colère justement protège. S'autoriser à être témoin de l'intelligence du vivant qui circule à cet endroit et alimente cette frénésie reptilienne au point de déchaîner un dernier souffle de vie pour protéger ce qui peut l'être encore. Peut-être que si l'on est capable de se rencontrer soi-même à cet endroit-là, avec l'amour suffisant pour se recevoir et s'accepter dans ce désespoir fulminant, peut-être alors, nous pourrions un jour accéder à ce grand amour qui implique de pouvoir entièrement recevoir l'autre dans sa colère la plus irrationnelle et pouvoir poser sa main à cet endroit écorché à vif qui est aussi le nôtre. Voilà, c'est un exemple. C'est effectivement très beau, donc je confirme que tu es un poète
Et donc, ces livres peuvent on peut se procurer sur ton site par un curieux Ce sont des livres auto-édités. hasard. Par un curieux hasard. Un curieux hasard. Je voulais, pour terminer cette émission, donc évidemment, on aurait pu encore parler des heures, parce que c'est absolument passionnant et tu parles tellement bien que c'est un vrai plaisir de t'entendre. Je voulais t'offrir le journal d'une chercheuse en bonheur, puisque c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, qui est tout dessiné. Et voilà, comme finalement, comment dire, la spiritualité, ça sert à comment vivre sa vie, comment se sentir bien, comment être heureux. Moi, je trouve qu'en fait, finalement, c'est surtout comment être de bonne humeur tout le temps. Moi, je trouve que ça serait pour moi, ça serait ça, finalement. Et donc, voilà, le journal d'une chercheuse en bonheur. Mais nous faisons donc finalement la même chose. Oui, c'est ça, en quelque sorte. On fait la même chose, on s'y prend de façon un peu différente. Mais peut-être que nous arriverons au même endroit. Voilà. Absolument. Merci. Ok, j'espère que vous avez fait un chemin, un petit centimètre avec nous, de là à là pour faire ça. À bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose.